Bonsoir à tous, bienvenue. Merci au centre de nous accueillir pour cet événement ce soir. Nous sommes réunis pour parler de la note rédigée par le groupe de travail présidé par Odile Ambry, les données, nouveau moteur de la transition écologique. C'est la première fois que la Fabrique écologique consacre un travail exclusivement à cette question. Elle a pu être effleurée dans d'autres notes, mais ça nous semblait important de rentrer vraiment dans les sujets numériques tech. Et nous remercions Odile et le groupe de travail de l'avoir fait. Comme toutes nos notes, celle-ci est aujourd'hui donc ouverte au débat collaboratif, à commentaires sur notre site internet, mais on est aussi là ce soir pour avoir vos remarques, vos commentaires et pour enrichir ce travail. Cet événement est diffusé donc en live sur notre page Facebook. Il est live tweeté aussi avec le hashtag Atelier Coécolo. Donc pour ceux qui ne sont pas là et qui souhaitent aussi poser des questions, faire des commentaires, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Quel était l'intérêt principal de ce groupe de travail ? Je crois que je vais un peu enlever les mots de la bouche d'Odile, mais elle m'en voudra pas trop. Elle le redira après, mais c'était de commencer un peu à faire dialoguer deux mondes qui dialoguent encore peu, les techs et le monde de l'environnement. Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que les données peuvent être un outil permettant d'accélérer la transition écologique ? On va répondre à toutes ces questions ce soir, mais ce que je voulais dire, ce que je trouve important, c'est que la donnée en tant que telle, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait d'abord. Et pour que les données puissent être mises au service de la planète, il y a deux conditions importantes. C'est d'abord leur fiabilité. On a tous en tête, par exemple, le Dieselgate et les données fournies par les constructeurs automobiles qui étaient erronées. La deuxième chose, c'est qu'elles doivent être accessibles à tous. Et on aura l'occasion d'en reparler avec la deuxième préconisation du groupe de travail. Ce sujet des données, il est aujourd'hui pleinement dans l'actualité, avec des textes aujourd'hui au Parlement dont tous ces sujets-là sont évoqués. Alors pas forcément les données écologiques en tant que telles, mais la question des données, de leur libre accès, à la fois avec le projet de loi sur les données personnelles et le projet de loi sur le secret des affaires, avec cette question comment faire pour que les données écologiques qui sont utiles à la transition écologique puissent être accessibles à tous et ne soient pas uniquement gardées et conservées par des grandes entreprises. Donc je vais laisser la parole à Thomas Blosville qui va animer cette soirée. Et voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bonjour, merci Sarah pour cette introduction. Donc moi je suis Thomas Blosville, je suis journaliste et je suis là pour essayer de faire circuler la parole ce soir. Alors j'ai à mes côtés Odile Ambry, si vous l'avez bien compris, qui a présidé le groupe de travail dont on parle ce soir sur les données et la transition écologique. Et avec nous un témoin qui va nous apporter son expérience aussi, qui vient de Belgique, d'Eric Holmans, qui est conseiller municipal de la ville de Gand et qui nous apportera son regard. Et pour compléter l'introduction que Sarah, la Fabrique écologique, vient de vous faire, je voulais réinsister sur un point, c'est que le propre des ateliers coécologiques de la Fabrique écologique était de ne pas vous faire une grande conférence qui vous assomme d'informations, mais bien de vous faire participer, parce que le but c'est que vous-même vous enrichissiez cette note. Alors vous pouvez poser des questions, c'est pas interdit, on pourra essayer d'y répondre, mais vous pouvez aussi émettre des critiques, voire même mieux, mettre des propositions, que vous soyez avec nous dans la salle ou que vous nous regardiez via les réseaux sociaux, via la live Facebook. Voilà, n'hésitez pas, le but c'est bien de vous faire participer. Pour lancer le sujet et susciter des réactions, on va commencer par peut-être un petit tour de présentation de nos deux intervenants. Je vais vous demander simplement de vous présenter déjà et de vous dire un peu comment vous en êtes arrivé à vous intéresser. Oui, je crois qu'on va se partager, on a 2 micros pour 3, on va réussir à se débrouiller. Donc peut-être Odile, peut-être commencer par nous dire un peu qui vous êtes rapidement, qu'on vous situe un peu et comment vous en êtes arrivé à présider ce groupe de travail. Non mais c'est plus ça la question, hein, comment je suis arrivée dans cette affaire. Alors depuis une vingtaine d'années, je m'acharne à traduire le monde tech de façon un peu intelligible. J'ai présidé, vice-présidé. Faut que je parle plus près du micro. J'ai vice-présidé, présidé
un groupe de réflexion sur la gouvernance de l'Internet qui s'appelle l'Internet Society. À cette occasion-là, j'ai appris que les enjeux de la planète à venir étaient entre les mains des techs, lesquels ne savaient pas vraiment bien les expliquer. Et 20 ans plus tard, j'ai rencontré le monde écolo à qui j'ai dit qu'il fallait peut-être qu'il s'occupe un peu aussi de technique. On a réfléchi ensemble et on s'est dit que les données étaient une bonne idée. Par ailleurs, ça vous le trouverez sur tous mes profils, sur tous les réseaux sociaux. J'ai également une agence qui travaille sur l'innovation, le changement, la communication. Voilà, ça c'est pour me présenter. Un petit mot, je peux dire un petit mot du groupe de travail, comme ça je le présente aussi. Plusieurs personnes n'ont pas pu être là, n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas eu de train. Donc je commence par Pierre Trandel, qui est tout à la fin de ma liste, qui lui est beaucoup dans les commons et qui a créé plusieurs tiers-lieux de coworking à Lille. Peut-être est-il sur Facebook, auquel cas on le salue. Je reprends mon ordre, Marie-Odile Charedeau, qui a participé à ce groupe de travail et qui est vice-présidente de l'Alliance Big Data. Lucille Yon-Legourierec, qui représente la grosse corporation IBM. Vous savez, quand on dit GAFAM ou GAFIM, GAFIM, le I, c'est IBM. Sophie Niklaus, qui est juste devant moi et qui représentait dans ce groupe de travail l'écologie politique, si ça lui va comme raccourci. Amandine Prou, qui travaille sur les datas à la Poste. Et la Poste étant un partenaire de la Fabrique écologique, ça a été un vrai plaisir de l'accueillir dans ce groupe de travail. Et enfin, Antoine Trouche, qui est juste devant moi, qui était la jeunesse avec une double casquette Sciences Po et ingénieur, comme on n'en fait pas ou peu, donc on l'a gardé, et qui aujourd'hui est à nous faire le community management de la soirée. On le remercie pour ça. Voilà, j'étais un peu long, mais pardon, on a travaillé 6 mois, tous ensemble, beaucoup, de façon très collaborative, donc j'avais envie de leur rendre ce petit hommage en mode Festival de Cannes. Voilà, c'est fait. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un peu, disons, ce matin, je ne savais pas si mon train allait rouler, mais peu de gens sur le train, alors j'avais le temps pour me préparer. Non, c'est avec un grand plaisir que je participe à ce débat. Et je pense aussi que le thème, c'est très important parce que pour moi, bon, on peut dire que il ne faut pas seulement parler du défi numérique parce que ça veut dire là, autour de nous, il y a un défi, il y a quelque chose qui se passe. Non, notre vie est en train de changer. Tous les aspects de notre vie. J'ai 2 filles, 18 et 20 ans, et je vois comment elles sont dans la vie avec leur smartphone. C'est incroyable. C'est tout autre chose que, disons, seulement 10 ans avant. Alors, ça veut dire qu'aussi dans le futur, comment on va résoudre le défi écologique, ça sera dans une société numérique. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est un bon point de départ. Bon, je suis membre du conseil municipal de Gand. Ce n'est pas tellement grand, ce ville, mais on dit toujours Gand est le plus petit métropole du monde. Et on trouve... on a discuté à Gand, est-ce qu'on veut devenir une smart city? Et on a décidé non. On veut des smart citizens. Et peut-être ça, plus tard, je peux expliquer, parce que seulement avoir des données, surtout, ça ne rend pas des citoyens intelligents. Alors, il faut faire mieux en plus de seulement collecter des données. Le sujet, l'objectif de la note, de ne pas se contenter de collecter des données et qu'elles soient utiles. Alors on va rentrer peut-être progressivement dans le sujet. La soirée va se décomposer en 2 parties. La première étant, l'idée étant d'essayer de poser un peu l'état des lieux et de définir un peu le sujet dont on parle, quels sont les liens entre la transition numérique, les données, la transition écologique. Tout ça, en tout cas,
Odile, peut-être commencer par nous délimiter le périmètre du sujet dont on parle. Et dans un deuxième temps, on verra un peu les recommandations du groupe de travail. Éventuellement, si vous en avez d'autres, on pourra toujours les ajouter. Alors Odile, est-ce qu'on peut commencer par justement préciser un peu le périmètre de cette étude et essayer de définir un peu sur quoi ça a porté. Je sais que vous définissez deux types de données, vous différenciez deux types de données, les données écologiques et les données à usage écologique. Alors pour qu'on s'y retrouve un peu dans les discussions, voilà, est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu tout ça? Non, c'est le moment où je quitte la scène en disant non. La question des données écologiques qui existent ou qui n'existent pas a été largement débattue pendant l'écriture de cette note, parce que ce groupe de travail, dont j'ai oublié de préciser qu'il était majoritairement féminin, quand même, pour ceux qui veulent tweeter du jamais sans elle, c'est pas le jour. On a fait un effort et on en a trouvé, mine de rien, dans le monde de la data, des femmes. Cette parenthèse terminée, la question de la donnée pour des gens qui travaillent dessus depuis très longtemps et qui ont envie de faire passer des messages de compréhension d'abord. Je parlais de rencontre des mondes. Pour que des mondes se rencontrent, il faut essayer de trouver un vocabulaire commun, un langage commun. Et donc j'ai été beaucoup interpellée en tant que présidente de ce groupe de travail sur alors c'est quoi une donnée écologique. À la fin, j'ai un peu craqué en disant mais alors voilà, une donnée écologique, ça n'existe pas. La donnée, elle n'est pas quelque chose. La donnée, elle est neutre. Elle n'appartient à personne. Elle n'appartient à aucun monde, à aucun parti. Je regarde sous le contrôle bienveillant de l'autre côté de la frontière. Alors, comme on s'est dit que voilà, on allait considérer qu'il y avait des données écologiques. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là? C'est une donnée qui est captée en milieu naturel. Il y a plein d'exemples possibles, météorologiques, de la biodiversité, les exemples récents qu'on a beaucoup vus sur le comptage des oiseaux, par exemple, c'est des chiffres qui ont beaucoup attristé bien au-delà du monde de l'écologie. Eh bien, c'était quoi? C'était des données captées sur justement sur le nombre d'oiseaux qu'il y avait, qu'il n'y a plus, etc. Après, ça peut servir à d'autres buts qu'à la simple écologie. Et puis, il y a les données, si je me rappelle bien, l'amendement que nous avons accepté à usage écologique. Alors, ces données à usage écologique sont celles qui ont été transformées. L'exemple qui vient le plus facilement à l'esprit, je pense, c'est l'exemple de la consommation énergétique d'un bâtiment, d'une famille ou d'une contrée. Voilà pour le périmètre de ces fameuses data. La question ensuite, c'était effectivement de la captation, de la collecte du recueil, et puis ensuite du traitement. Voilà, pour ne pas faire trop long. Et est-ce que vous avez réussi à définir justement les liens qu'il pouvait y avoir entre la transition numérique et la transition écologique et si la transition numérique pouvait justement servir à la transition écologique est-ce que vous avez réussi à définir de quoi on parlait, ce sujet qui paraît vaste quand on pose la question? Mais certainement. Juste avant de venir, et pour être sûr d'être dans les clous, j'ai lu le rapport de notre mathématicien vedette sur l'intelligence artificielle. Alors, j'ai pas tout lu, hein. Il y a quelques centaines de pages. C'est le récent rapport de Cédric Villani. Merci, c'est exactement ça. Et à partir de la page 124, très précisément, ça parle de comment l'intelligence artificielle peut se mettre au service de la transition écologique. Eh bien, les préconisations et les conclusions, je ne sais pas qui avait une taupe chez qui, quoique, en me renseignant un peu, je peux voir si Sarah n'aurait pas fuité en avance. Non, je plaisante, mais nous sommes arrivés, et c'est une excellente nouvelle, finalement, que des gens qui travaillent en parallèle, certains en ayant auditionné plein de gens avec beaucoup de moyens et d'autres un peu moins, mais en ayant beaucoup réfléchi, arrivent à la conclusion que ces deux transitions, si elles ne se mènent pas main dans la main, elles n'auront pas de sens. Et clairement, il est temps effectivement de se saisir des enjeux, des données, que ce soit pour mesurer, que ce soit pour informer, je pense au climato-sceptisme qui agite aussi beaucoup, ou que ce soit pour conseiller ou pour agir,
Et l'exemple de Gand nous avait paru tout à fait une bonne illustration de tout ça. Alors ça ne fonctionnera pas, effectivement. Donc on a regardé comment faire pour que ces données soient mieux collectées, soient de meilleure qualité lors de la collecte et servent effectivement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire mesurer les choses, arrêter de dire on pense que, on a l'impression que, on peut mesurer aujourd'hui plein de choses et fournir des chiffres fiables, on peut ouvrir ces données pour agir. Il y a une citation que j'aime bien, celle que Derek a dit tout à l'heure, il n'y a pas de ville intelligente, il n'y a que des citoyens intelligents. De la même manière, on dit non, on ne commence pas avec la donnée, on commence avec le problème. Et les problèmes qu'on a devant nous sont importants et la donnée peut se mettre au service de la résolution de ces problèmes. Et il y a dans cette note un certain nombre d'exemples de ce qui se pratique. Alors justement, très bonne réponse. Alors vu du terrain ou vu de Belgique, mais en tout cas vu d'un territoire et de la mise en œuvre, est-ce que du coup vous vous retrouvez vous dans la manière dont la note définit comment les données peuvent servir à la transition écologique et voilà sur les relations et les liens entre l'univers numérique et les enjeux écologiques? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est dans la note, avoir des données libres, accessibles pour tous les citoyens, c'est un point clé. Mais je veux aussi ajouter quelque chose que... Oui, on a beaucoup de données libres sur la mobilité, la santé, combien de gens habitent dans chaque quartier et aussi on introduit des nouveaux concepts afin que les gens travaillent ensemble. Des gens des entreprises, des universités, des citoyens des quartiers. Et alors, ils peuvent utiliser les données. Mais comme j'ai déjà dit, on ne rêve pas d'une smart city parce qu'une ville intelligente ne peut pas être seulement une ville technologique, car cela profite seulement à une petite élite et peut-être il faut ajouter, il y a aussi le danger de construire une ville de surveillance, à façon que Michel Foucault ne pouvait rêver que dans son temps. Oui, c'est pas le biopolitique, c'est le data politique. Bon, pour nous à Gand, le Smart City, c'est aussi la ville du futur. Travailler ensemble avec les citoyens et les données afin d'établir une vision du futur. Et pour ça, nous rassemblons tous les acteurs. On parle des gens de l'université, des entreprises et des associations. Ensemble avec les gens du ville, on a 4 acteurs qu'on met ensemble. Et là, naturellement, les données sont très importantes. Et il faut fournir des données pour tout. Et pour ça, on a une stratégie de gestion des données solides. Et ça, naturellement, va ensemble avec la technologie. Mais, comme vous avez dit, il ne faut pas partir de technologie, mais des problèmes. Ça, je trouve quelque chose de très important dans la note. Parce qu'on peut construire des apps, on peut construire des plateformes. Et il y a des gens qui aiment ça et ils vont le faire toute leur vie. Et c'est bien, mais ce n'est pas sûr que ça va résoudre des problèmes. Oui. Et naturellement, je pense que la chose le plus importante, c'est le smart governance, une sorte de gouvernance de la ville intelligente. Et pour ça, on a créé le Ghent Living Lab. C'est là un réseau dans lequel les entreprises intéressées, les institutions d'enseignement et les citoyens peuvent travailler ensemble sur les différents défis. On a aussi d'autres choses. On a un portail de données ouvertes. On a une plateforme de participation sur laquelle les citoyens peuvent lancer des idées créatives. Et on a aussi une plateforme de financement participatif. Ce n'est pas seulement les gens, oh, c'est merveilleux vos idées. Non, la ville donne aussi d'argent pour construire des propositions. Et comment vous observez
ces différents publics du coup interagir, parce que vous avez mis en place tout un hôtel, tout un ensemble de solutions. Tout à l'heure, vous me parliez aussi d'hackathons que vous organisiez. Est-ce que ces différents publics, ces différents mondes arrivent justement à travailler ensemble, à communiquer, ou Pour alors moi, le rôle de... ce que ce que je trouve intéressant, que c'est dans ces événements ou dans ce Living Lab, on ne peut pas savoir de où tous les gens viennent, parce qu'on est en train de discuter les défis et tous les gens apportent leurs connaissances, leur point de vue, et je pense que le mélange, le bricolage, ça c'est la chose importante. Et c'est pas moi je suis ingénieur, alors il faut écouter, non. Tout le monde peut ajouter des choses. Ça, je pense que c'est le futur. On a beaucoup de stratégies dans la ville de Gand, aussi une stratégie sur la nourriture. Et là aussi, il n'y a plus des experts où tout le monde est devenu expert. On peut choisir. Et ça, je trouve très intéressant. Alors dites, je sais que vous avez cité la ville de Gand dans la note comme un exemple. Alors, est-ce que c'est justement du coup typiquement l'application un peu que vous mettez, enfin la manière de faire que vous mettez en avant Oui, c'est-à-dire que on met du crowd un peu partout hein, dans les technologies. Je pense notamment à ce qu'on appelle le crowdsourcing. C'est pas joli, hein, tellement comme mot. Collecte citoyenne, je sais pas. Enfin, je me rappelle plus comment c'est mal traduit en français, mais clairement sur la question des données, il y a là une piste véritablement à creuser. Alors attention toujours avec ces histoires de techno. En ce moment, les données n'ont pas bonne presse, on sait pourquoi. Hein, parce que nos amis de Facebook, on ne va pas dire du mal puisqu'on est sur Facebook Live, mais puis on n'a pas besoin, plein de gens l'ont fait. La question des données est une question extrêmement sensible aujourd'hui pour l'usage malfaisant qui peut en être fait, clairement. Et il en va de la donnée écologique comme d'autres données là, où on peut aller vers le mieux. Depuis 15 ans, 20 ans que j'observe de près les technologies ou que je les enseigne, il y a toujours ce côté yin et yang, on se dit de l'intelligence collective, de la participation citoyenne. Donc c'est vrai que quand j'ai vu Gand, je me suis dit, ah voilà, ça ressemble. J'irai un jour voir dans les vrais faits ce qui se passe, mais voilà, on parle beaucoup de l'Estonie comme un des pays en Europe extrêmement avancé sur le plan numérique, où du coup, il y a de la consultation citoyenne, il y a des moments où les données recueillies et traitées le font pour le meilleur de tous. Dans d'autres cas, clairement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ce fameux crowdsourcing, cette fameuse idée que chaque citoyen est porteur de données, par son téléphone portable, par ce qu'on appelle la domotique, les maisons intelligentes, tous les objets connectés. On va de plus en plus porter de puces, on va être nous-mêmes nos propres capteurs, c'est ce qu'on appelle le quantified self, hein. Nous sommes nous-mêmes notre double numérique. Toutes ces données-là sont collectées. Elles sont collectées par des entreprises privées, qui, pas parce qu'elles sont privées, mais certaines ont là-dedans des intentions plus ou moins honorables. Simplement, nous, citoyens, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas ce qu'elles collectent. Nous ne savons pas dans quel but. Alors, la donnée écologique, justement, si on arrivait à la libérer, c'est pas mal comme mot libérer finalement. Et c'est dans le rapport Vulliani, libérer la donnée, point d'exclamation. On ne dit pas autre chose, on dit accordez-lui à cette donnée un statut qui fasse qu'elle ne puisse appartenir à personne. Et je crois que j'ai devant moi beaucoup de gens du milieu de l'écologie ou de l'environnement. La privatisation du vivant, on en a beaucoup parlé à une époque. Hein. Bayer, Monsanto, main dans la main, ça fait quand même assez peur. Eh bien, pour les données, c'est la même chose au fond. Si elles sont privatisées, ces données, si elles ne sont pas en libre accès, alors non, la planète n'ira pas mieux. Je vous le certifie. En revanche, si on arrive à les libérer, à les ouvrir, il y aura des apps, des plateformes, des petits geeks qui inventeront des choses. Et il faut leur dire quoi inventer, les écolos, comme ça peut-être ils le feront.
Peut-être ils savent juste pas dans quelle direction aller. Alors, on verra un peu plus tard justement comment réussir à faciliter tout ça. Mais peut-être qu'on va faire un premier tour dans la salle ou en direct sur Facebook Live s'il y a des réactions pour prendre un peu vos avis, vos réactions, vos commentaires, vos données éventuellement sur, voilà, sur déjà les enjeux, sur voilà, comment définir un peu les liens, les enjeux à la croisée des enjeux écologiques et des données. Est-ce que des personnes ont envie de réagir? Ah, voilà. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que vous avez créé un dictionnaire des données écologiques avec les types de données, à quoi elles peuvent, alors leur définition, à quoi elles peuvent servir pour familiariser des gens qui ne sont pas forcément familiers avec ces données sur ce qui existe? Vous me faites peur avec votre dictionnaire, vous voulez dire un gros, un gros livre comme ça, virtuel ou vrai? Je viens du domaine de l'intelligence, de business intelligence, donc tout ce qui est analyse de données. Et c'est vrai que souvent, on commence par définir quelles sont les données, comment elles sont collectées, et ça permet derrière aux gens de comprendre ce qu'on peut en faire. Absolument, oui, oui, non, c'est le terme de dictionnaire. Alors, le principe de ce groupe de travail et de cette note a été... comment je dis, je regarde Géraud et Sarah, on a essayé de faire un vrai, effectivement, travail. Je déteste le mot de vulgarisation, j'en trouve pas un mieux là tout de suite. Et on n'a pas travaillé, non, les aspects de glossaire ou de dictionnaire. En revanche, en transversal, on a parlé évidemment de secteurs, on a parlé énergie, on a parlé biodiversité, on a parlé de ce fameux terme de smart cities qui est un peu controversé là tout de suite et c'est une bonne chose, de mobilité, etc. C'est vrai que si je prends l'exemple des caméras de surveillance aujourd'hui, les données collectées des caméras de surveillance vont à la fois à la police pour poursuivre des criminels ou des gens qui conduisent trop vite ou je ne sais pas quoi. À la fois, elles collectent, et je pense à une note qui est parue ce matin, je crois, de la Fabrique sur la luminosité et la pollution lumineuse. Les caméras de surveillance sont capables de capter ce type de données, bien sûr. Elles sont capables de quoi faire encore? De surveiller la vente de substances illicites sous le porche d'en face. Elles sont capables de faire plein de choses. Donc c'est vrai que de circonvenir un peu cette terminologie est peut-être une étape à suivre, probablement même. Mais en tout cas, nous, dans le format de ces réunions et de ce qu'on devait rendre pour essayer de mettre quelques petits pavés dans quelques petites mares, on n'a pas été jusque-là. Mais bienvenue. Et est-ce qu'à Gand, justement, vous avez abordé cette question de s'assurer que les gens comprennent de quoi on parle, n'aient pas peur des mots big data? Est-ce que vous avez fait un espèce de lexique pour que les habitants savent de quoi on parle? On a un team qui travaille sur le open data et qui essaye dans tous les domaines de fournir les data. Mais on n'a pas fait un dictionnaire comme ça. Voilà, le travail reste donc à faire. Un nouveau Diderot. Est-ce qu'il y a d'autres propositions tout au fond là-bas? C'est bon, oui. Oui, bonsoir, Pierre Gautreau. Donc, je suis enseignant en géographie à Panthéon-Sorbonne, là, et je travaille justement sur les politiques de données en Amérique du Sud. Et moi, je vais vous dire qu'en lisant votre rapport, je ne partage pas du tout vos présupposés. Donc, ça pourrait peut-être lancer un petit peu le débat. Donc, il y aurait deux éléments sur lesquels je me pose des questions. Donc, vous dites d'abord que la donnée est neutre. Hein, ce qu'apprennent notamment toutes les sciences sociales, notamment les sciences, les études des sciences et techniques, c'est que la donnée n'est pas neutre. En fait, la façon, ça n'existe pas une donnée brute, d'accord. Et la façon dont on produit une donnée, c'est toujours dans un cadre cognitif particulier. Et la donnée qu'on manipule, elle va embarquer en fait des conceptions particulières du problème qu'on va traiter. Donc là, moi, je prends l'exemple que vous citez. Vous parlez du site Global Forest Watch comme exemple. C'est typiquement un site donc, qui est produit par, j'ai oublié quels sont les financeurs, mais c'est un gros truc mondial. Et c'est porteur d'une conception absolument binaire de ce qu'est la déforestation. Il y a des forêts déforestées et puis il y a des forêts vierges.
la forêt vierge. Ceux qui font un petit peu d'écologie savent que ça n'existe pas depuis que l'homme et le feu sont présents sur Terre. Donc c'est porteur d'une conception très européocentrée, très occidentale. Donc en fait, la donnée qui semble brute, neutre sur la déforestation, en fait, c'est une fausse donnée neutre. En fait. Et ça me semble extrêmement important de rappeler. Donc comme vous dites aussi, la remarque, il ne faut pas penser d'abord données, mais d'abord problème. Le problème, c'est que les données vous fixent souvent la façon de poser les problèmes. Donc toutes les études qui montrent les instances, notamment environnementales, où on a des systèmes d'information qui vont supposément aider à la participation, en fait, les systèmes d'information et la façon dont ils sont conçus vont cadrer le problème. Et ça me semble aussi important à rappeler. Deuxième point, vous dites que la donnée n'appartient à personne. Il faut quand même rappeler que les données, c'est extrêmement cher à payer aujourd'hui encore, à financer. Notamment, une chose que les gens oublient toujours, c'est les données satellitaires et les cartes par les satellites. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps investi dans l'interprétation. Ça n'existe pas encore, les robots qui nous interprètent une donnée satellitaire automatique. Donc la question, c'est qui paie. Et la question du qui paie me semble importante. Et notamment, là, mais je pense qu'on en reviendra plus tard, quand votre proposition là, de donner un statut particulier à la donnée écologique, il faut faire attention, à mon avis, à serrer un petit peu les thèmes, mais notamment dans les données de biodiversité, vous allez vous mettre à dos tout le monde, notamment associatif, pour qui c'est un problème extrêmement sensible, puisque c'est des mouvements qui font leur identité sur la collecte des données. Et si déjà que le Muséum national d'histoire naturelle, qui est une institution publique, a beaucoup de mal à les convaincre de contribuer à une plateforme nationale, et pour des raisons assez légitimes, je pense, les assos, si on leur dit qu'il faut que leurs données, par principe, doivent être à tout le monde, ça pose problème. Donc je pense qu'il y a aussi un débat à avoir sur la donnée appartient à personne. À mon avis, c'est une façon de bloquer très rapidement par rapport notamment à tous ceux qui contribuent à la production de données. Voilà, c'est un petit peu mes remarques initiales. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on réagisse, qu'on réponde? Peut-être qu'on gardera la proposition du statut des données dans la deuxième partie du débat, mais nous rappeler si on oublie, puisqu'on va plus creuser les propositions après. Mais est-ce que sur l'état des lieux, il y a d'autres remarques pour réagir sur la remarque de monsieur, vous pouvez. Comme ça, on va prendre peut-être 2-3 interventions et puis on fera une réponse un peu plus collective. Il y a une réflexion que je n'ai pas trouvée dans la note, qui est en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre en termes d'information? On pourrait dire une information de base sur la qualité de l'environnement dans lequel on vit. Donc, de la même manière qu'on a des statistiques sur la démographie, je peux savoir dans mon quartier quel est le nombre moyen d'enfants, quelle est les tranches d'imposition. J'aimerais à titre personnel savoir quelle est la qualité de l'air, quelle est la qualité de l'eau. En rentrant juste mon adresse, parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'endroit où je vis, c'est l'endroit où mes enfants vont à l'école, l'endroit où je travaille, et je trouve que cette notion de droit du citoyen à connaître son environnement manque de la note, et à titre personnel je suis convaincue que pour peu qu'on explique les données, les gens vont vouloir agir quand ils les auront devant leurs yeux, et que ça peut être un levier de transformation puissant en permettant une action décentralisée en fait. À partir du moment où je sais ce qui m'entoure, j'ai envie d'agir sur ce qui me touche tous les jours. Bon, je crois qu'on aura une réaction très concrète là-dessus. Peut-être reprendre voilà. Les différents... Ah, il y a une dame qui va la prendre en même temps. Pardon, excusez-moi, je suis arrivée en retard, peut-être que vous en avez tenu compte. Et sur la note que j'ai lue rapidement, je n'ai pas vu que vous teniez compte de l'obligation qu'avaient maintenant certains pays d'ouvrir leurs données, que ce soit les institutions publiques, etc. Alors, ça fait plein de points de soulever. Ah, voilà, ça s'enchaîne, c'est bon, tout le monde... C'est un sujet qui intéresse, c'est bien. Non, juste un élément là sur ce sujet de l'ouverture des données. Là, je pense qu'il serait intéressant de vous référer aux directives européennes qui existent sur l'information environnementale et l'information géographique, qui obligent déjà toutes les personnes publiques.
Alors Odile, est-ce que la donnée est neutre? Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un? Merci en tout cas d'avoir relancé ce débat qui est complexe. Et merci aussi de vous être présenté parce qu'effectivement, ces données géographiques, ces données satellitaires, ces données qui coûtent cher à recueillir par rapport à des données qui rapportent cher, hein, celles dont je parlais tout à l'heure, le quantified self, toutes les données de santé aujourd'hui, etc. On est... j'allais dire on est à la croisée des chemins, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça parle. J'ai du mal, j'ai essayé de l'écrire pendant que vous parliez, parce que c'est des débats vraiment complexes. La qualité des données, le type de recueil, le type d'usage, etc. Les drones aujourd'hui qui sont utilisés dans l'agriculture pour aider les agriculteurs à mieux prévoir, à mieux planter. À qui appartiennent ces drones? À qui appartiennent les données que collectent ces drones? Les cartographies qu'ils font aujourd'hui, au bénéfice de qui? Moi, en 30 pages, désolé, je ne pouvais pas. Hein. Je connais ces thématiques, évidemment, sinon je n'aurais pas accepté ce groupe de travail et je serais ravie d'avoir cette conversation parce que c'est des questions que moi, je me suis posées beaucoup et pas que moi dans le groupe de travail, évidemment. Hein. Je prends les gens d'IBM, par exemple, qui ont un truc qui s'appelle The Weather Company, qui sont venus en parler. IBM, c'est des gentils, c'est des méchants, c'est des gens qui gagnent de l'argent avec des données, c'est des gens qui récupèrent des données dites gratuites, mises à disposition gratuitement pour gagner de l'argent avec, pour les remettre au pot de tous. C'est rien que ce sujet-là, on pourrait, je crois, tenir plusieurs heures. Donc je n'évite pas du tout. Hein. C'est un sujet qui m'intéresse grandement. Et oui, sur les associations, bien sûr qu'il y a des associations aujourd'hui qui collectent des données passionnantes. Bien sûr que Forest Watch est sponsorisé par, moi je ne l'ai plus en tête, je ne sais plus si c'est Google ou l'autre, ou Amazon qui se refait une espèce de virginité avec ça. Oui, bien sûr, évidemment. La question, elle est de se demander si de temps en temps Amazon va faire du bien à la planète ou si c'est définitivement fichu et qu'ils lui feront jamais du bien. On est là devant, selon moi. On est devant non pas des partenariats publics-privés dont on nous rebat un peu les oreilles sur plein de sujets aujourd'hui. C'est beaucoup plus important et j'allais dire plus grave même que ça, de savoir si on privatise ou pas, si on ouvre ou pas. Et je ne parle même pas de la question de la sensibilité des données de l'énergie aujourd'hui. Enfin, des gens comme Enedis qu'on a auditionnés sont sous un empilement législatif incroyable. Je ne sais pas comment ils font, les juristes chez Enedis, sur l'open data. C'est compliqué parce qu'il y a des données qu'Enedis a et que personne dans cette salle n'aurait envie qu'elles tombent dans de mauvaises mains, hein, pour rester... voilà. Enfin, sur l'obligation d'ouverture des données, avant de passer le micro à mon camarade de jeu, oui, bien sûr. La question est qui le fait, qui le fait pas, qui le recense aujourd'hui. Il y a des portails open data européens, on peut y aller. Bonne chance, ceux qui ne parlent pas data dans le texte, pour comprendre quelque chose, ça ne doit pas leur être destiné, je pense. Là, plein de gens ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Par ignorance. On va être sympa, parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'on ne leur a pas trop dit qu'il fallait le faire. Par peur. Oui, mais alors les gens vont voir ce que je trafique, et puis du coup, je sais pas quoi, on va m'espionner par refus pur et simple. Non, je le ferai pas, puis on verra quand la police de la donnée va venir et va me mettre en prison. J'ai un peu de marge avant que quelqu'un s'en rende compte, etc. Et quand ils sont forcés pour une raison ou pour une autre, qu'ils ne le font pas de leur plein gré, eh ben oui, ils refilent des données de très mauvaise qualité, dans des formats inutilisables ou presque. C'est ce qu'on appelle, du terme un peu moche, d'interopérabilité. Si j'ai de la data verte avec de la data jaune avec de la data rouge, en PDF, en machin et en truc, elles ne peuvent pas travailler ensemble. Donc si je suis un peu de mauvaise foi, je peux aussi dire que je les ai donnés et avoir donné des choses qui ne sont pas utilisables. Voilà. Sur la décentralisation... Est-ce qu'à Gand, on peut, en tapant son adresse, savoir la qualité de l'eau ou de l'air
Pas encore, mais je trouvais la question ou le point très intéressant parce que aujourd'hui on a déjà beaucoup de données aussi sur la qualité environnementale, mais malheureusement, ce n'est pas le cas que plus de connaissances mènent automatiquement à plus d'action. Si c'était le cas, hein, la crise écologique avait déjà été résolue. Au contraire, hein, nous vivons avec le paradoxe que nous savons mieux chaque année à quel point nous endommageons la planète. Mais nous ne faisons pas beaucoup de plus. Hein, et je ne sais pas si vous avez vu l'intervention du ministre Hulot à l'Assemblée nationale sur la biodiversité le 21 mars. C'était incroyable. Le ministre dans l'Assemblée, il était en train de presque hurler. Et d'abord, il a parlé des données. Il a dit 30% des oiseaux en moins en quelques années, 80% d'insectes en moins dans quelque part d'Europe. Et puis, il a ajouté, mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on peut avoir des données libres ou non sur la qualité d'environnement, mais je pense que s'il n'y a pas une connexion entre les données et une sorte d'action, une sorte de cadre, ça ne va pas changer beaucoup. Les données ne se mobilisent pas eux-mêmes. Il faut qu'ils soient encadrés dans un projet plus large. Et en Belgique, par exemple, maintenant, depuis quelques mois, il y a beaucoup de débats et d'indignation sur la mauvaise qualité de l'air à proximité des écoles, à cause du trafic intense. Et cela est devenu maintenant une grande question politique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les politiciens, mais c'était un journal de Standard, un journal important, y accorde beaucoup d'attention et a commencé avec un grand projet de crowdsourcing citizen science. Il a fait appel aux citoyens et maintenant 20 000 personnes vont mesurer la qualité d'air autour de leur maison. Et je peux vous dire, ils vont publier les résultats en septembre et on a des élections en octobre. Et maintenant, naturellement, il y a un journal qui écrit sur cela, les autres suivent. Maintenant, on a la télé. On a déjà maintenant à Bruxelles des parents qui bloquent la rue le matin afin que les voitures ne puissent plus circuler. Et alors ça, je pense, intéressant et important. Quelle est la relation entre plus de données et le cadre qui nous mène à l'action? On n'a pas encore tout à fait l'appli qui nous dit dans notre rue quel est l'état de l'air, mais il y a déjà de l'action quand même. Les gens sont déjà passés à l'action. Mais ça va. On a déjà des apps sur le smartphone qui peut mesurer la qualité d'air. Je pense que là, il faut mobiliser les gens. Si 20 000 personnes sont en train de mesurer et ils voient sur son smartphone, oh c'est mauvais, ça donne une autre réaction de voir la télé. On a une note du ministre qui dit oh, c'est mauvais et on dit on s'en fiche. Ça parle plus aux gens. Alors je pense que impliquer les gens dans la production des données, c'est... Ah oui. Alors impliquer les gens dans l'action de production des données, ça c'est, je pense, essentiel. Il y a une expérience intéressante qui se mène depuis quelques mois
du CNRS et de plusieurs autres labos, pardon, je ne suis pas douée en acronyme, mais vous le trouverez dans la note, je crois, ça y est, qui s'appelle Noise Capture et qui vise à récupérer les données de niveau sonore autour de vous. Et du coup, la question est, et je ne veux pas rajouter en plus sur la réponse que Derek vient de donner, mais ce dont on est quand même persuadé dans le monde des données citoyens pour aller vite, hein, il y a plein de sortes comme ça de données, c'est que recueillir et cartographier, c'est agir effectivement. Et il y a moyen de faire changer les choses à une échelle ou à une autre en récoltant, en cartographiant, en travaillant main dans la main. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres commentaires, soit sur les sujets qui viennent d'être abordés, sur la neutralité de ces données ou sur le lien avec les citoyens, soit sur d'autres sujets comme sur les freins, par exemple, on n'a pas abordé trop les freins qui pouvaient exister pour l'utilisation des données. Est-ce qu'il y a une réaction ? Oui, moi j'aimerais aussi rajouter une remarque, c'est un petit peu sur les disparités qui s'installent entre notamment les zones très peuplées et pas peuplées, puisque tout ce dont on parle et toutes les innovations dont on parle, c'est surtout pour le milieu urbain, en fait, où il y a assez de gens pour qu'il y ait une densité de capteurs assez importante. Et justement, ce qui me semble un petit peu inquiétant quelque part, c'est que les espaces ruraux, dont dépendent largement aussi les métropoles et puis les espaces densément peuplés, c'est là où il y a une grande partie de la pollution, notamment agricole, ils sont beaucoup moins captés, ils sont captés différemment. Et je pense que ce sujet des inégalités de captation qui s'observent entre espaces ruraux, ou densément peuplés et peu peuplés, aujourd'hui c'est un sujet très important qui est à peine abordé par les pouvoirs publics. Et est-ce que je peux, moi, vous poser une question, parce que peut-être vous avez la réponse, je n'ai pas trouvé. Il y a eu tout un débat sur les cours d'eau qui étaient recensés en France, ceux qui avaient telle appellation, pas telle appellation. Le débat était il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, et je me demandais pourquoi il n'y avait pas justement un travail fait de cartographie, de data, y compris de gens du coin, pour résoudre ce problème qui a mis la communauté écologique un peu en émoi, ou non? Sur ce point, je peux pas vous répondre. Alors on en reparlera plus tard, pardon, c'était pas... Oui. Le micro arrive. Alors, je ne sais pas à quelle granularité, mais il y a des données qui cartographient les bassins versants en France, qui sont des données publiques, qui permettent donc de savoir dans une zone donnée où s'écoule l'eau. Donc après, je ne sais pas quel est le niveau de granularité de la donnée, mais il y a un point de départ qui existe. Je peux apporter un complément qui est un peu daté, il faudrait voir si c'est toujours le cas maintenant. Il s'agit des eaux souterraines. Les eaux souterraines, on les connaît là où elles sont, on les exploite. Et quand une nappe devient trop polluée, on l'abandonne. Donc elle sort des statistiques. Par conséquent, quand vous regardez uniquement les chiffres publiés, comme les statistiques sont faites pour la consommation et pas pour la qualité du milieu, mais pour la consommation humaine, à ce moment-là, si vous voulez utiliser ces informations pour en déduire la qualité du milieu, vous pouvez avoir complètement faux. Il y a un monsieur derrière qui voulait réagir. Bonsoir, Hugues Dantin, je travaille chez Suez. Donc sur les sujets d'eau, alors sur ce sujet, sur ce dernier sujet, alors il y a peut-être deux sujets, parce que sur ce que vous évoquiez sur la cartographie des cours d'eau, je crois, et ça illustre justement peut-être le fait que toute donnée est traduit une politique aussi, c'est qu'il avait été décidé, je crois, d'exclure des cours d'eau qui sont en fait ni des fleuves ni des rivières, mais qui constituent, quand on les met bout à bout, des zones humides. Et en fait, le fait de ne plus les répertorier et les cartographier faisait que on pouvait tirer un trait sur des zones humides qui n'étaient ni des rivières ni des fleuves, mais des myriades de rues ou de tout petits ruisseaux, quoi. De manière plus générale, je profite du micro. Dans les freins que vous avez cités, de la part des entreprises sur l'ouverture des données, il y en a un que vous n'avez pas cité et que moi je peux constater tous les jours chez Suez sur nos données liées à l'exploitation de services d'eau potable ou d'assainissement, et dans notre dialogue avec nos clients collectivités, c'est le coût tout simplement. C'est-à-dire que sans même parler de mauvais... Alors ça peut être un argument qui peut être utilisé pour de la mauvaise foi, comme vous l'avez, mais il y a un coût objectif.
et y compris de la part pour une collectivité qui voudrait mettre en place une ouverture des données, on se rend compte que très vite, elle va se heurter à la question des coûts. Parce que si on veut faire ça bien, il y a un vrai travail justement sur l'interopérabilité. Enfin, tout ça, c'est du traitement, c'est des compétences qui doivent être acquises. Donc voilà, c'est pas une manière de temporiser, mais comme vous l'avez pas cité, ça me paraît quand même non négligeable dans les freins, que ce soit côté collectivité ou côté entreprise. Est-ce qu'on a d'autres réactions ou est-ce que après on réagira peut-être sur ces questions des freins? Voilà, je voulais juste parler à propos des données écologiques. Alors, je suis ingénieur en environnement. C'était comment vous allez réfléchir les données écologiques par rapport aux données personnelles et aux données au secret des affaires qui sortent sur les données. Parce que je pense que c'est le point majeur qui va impacter l'impact des données écologiques, si on va pouvoir les utiliser ou pas du tout. Et puis sinon, je voulais rajouter qu'il y avait eu HubO. Il y avait eu un événement sur l'eau, sur la qualité des cours d'eau et les données, récemment. Alors, à moins qu'il y ait une réaction, encore un avis dans la salle. Oui, madame. Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'effectivement, le frein principal, c'est l'inquiétude qu'ont les gens sur l'utilisation des données personnelles. Et quand ce qui concerne l'écologie, qui est ce qui nous intéresse là, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des données qu'on peut utiliser. D'abord, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on cherche et en quoi les données peuvent nous servir dans le but qu'on recherche, et qu'il y a des données qui peuvent être non personnalisées, qui permettent de savoir où est-ce qu'on peut mettre des toits photovoltaïques, où est-ce qu'on peut faire je sais pas quoi. Enfin bon, c'est pas ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est vrai que je crois que c'est la grande peur, c'est ça, ce sont nos données personnelles. Mais moi, ça m'est égal qu'on sache combien mon immeuble consomme d'énergie à partir du moment on ne sait pas exactement que moi j'habite cet immeuble-là, etc. Je crois que c'est cette différenciation qu'il faudrait faire. Alors, est-ce qu'on peut faire une différenciation? Est-ce que les données écologiques sont des données comme les autres, ou avec tous les débats qu'il peut y avoir, ou est-ce que Merci beaucoup pour cette question à laquelle je vais répondre. Il y a une directive européenne qui nous arrive là dans le bec, qui porte le doux nom de RGPD, très élégant, et en anglais GDPR, donc qui arrive pour le 24-25 mai, et qui va changer beaucoup de pratiques sur ce qui est de ce qu'on appelle la donnée personnelle. Alors, la question de la donnée personnelle écologique, elle s'est posée dans le groupe de travail, par exemple, avec toujours Lucille, qui travaille chez IBM, qui est data scientist, et qui est arrivée dans un état second en disant « je suis en retard parce qu'on vient de se rendre compte que les données météorologiques recueillies par les téléphones portables des individus tombaient sous le coup du RGPD ». Parce que c'était des données personnelles, parce qu'elles sont dans un téléphone personnel d'une personne. Et on ne sait pas comment on va faire pour pouvoir les récupérer, les anonymiser, etc., etc. Les données énergétiques, typiquement, n'ont pas toujours bonne presse. En ville, certes, je reviendrai sur les zones rurales. Pourquoi ? Parce que, pour l'anecdote, comment vous croyez aux États-Unis que la police trouve les labos de méthamphétamine ? C'est avec les données énergétiques. Parce que tout d'un coup, un petit pavillon tranquille se met à consommer beaucoup, mais beaucoup d'électricité. Et il soupçonne qu'il se passe des trucs pas cool dans le garage et il ne se trompe pas. De façon un peu plus sérieuse, quoique c'est sérieux aussi, on craint le recoupement de données. C'est ça qu'on craint. C'est-à-dire qu'une donnée énergétique en soi, qui va dire que ce bâtiment est une passoire énergétique et aider une municipalité ou un bailleur social à choisir le plus urgent, parce que la mesure sera faite que cet immeuble-là est en bien moins bon état que celui d'à côté, formidable. Quand on va découvrir que dans un 2 pièces, il y a 7-8 personnes qui vivent alors qu'il n'y en a que 2 de déclarés, ça on va le mesurer avec ces données-là. C'est bien, c'est pas bien,
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se poser la question en termes éthiques, morales ou pas? Je serais ravie d'avoir la réponse. Nous, on ouvre des pistes, on pose des questions. Et franchement, depuis le temps que je lis là-dessus, et j'ai encore plus lu pour la note, et on a rencontré beaucoup de gens, et on était très divers dans ce groupe de travail, les questions, elles sont déjà pas mal posées. Et si plus de gens s'en emparent, on sera vraiment ravis. Juste un mot sur les zones rurales. Oui, évidemment. Et sur la politique au service des données, la donnée au service de la politique, ça mériterait, non pas une autre note, hein, mais ça mériterait que des gens écrivent plus là-dessus. Parce que ça, je trouve que ça manque et que c'est effectivement des professions comme les vôtres, des géographes qu'on n'entend pas beaucoup, enfin en tout cas moi je trouve, vers le grand public. Alors je vais faire un mot pour tous les téléphones portables, porteurs de données, de sonneries, de tas de trucs, voilà. Oui, je pense que là aussi, sur la pluridisciplinarité des données, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, je ne vais pas faire long dessus, promis. Quand des géographes arrivent à travailler avec des data scientists, arrivent à travailler avec des entreprises comme Suez, cette remarque est excellente et bien sûr que ça va se faire. Il va y avoir des équipes pluridisciplinaires. Il y a déjà où chacun amène sa compétence, son expertise, sa vision. Vous savez ce qui manque dans le monde des data aujourd'hui? Une vision autre que la vision marchande. Ah, celle-là, elle est pas mal faite, hein. Marketing, surveillance, ça, ces gens-là ont une vision. Les autres, ils en manquent terriblement, je trouve. Et qu'elle soit écologique ou sociale, ou de santé, ou tout ce que vous voulez, il est peut-être temps de continuer à poser des bonnes questions et d'avoir de bons débats. Non, c'était pas la conclusion. Non, on a à peine encore abordé les préconisations. Alors, on va y passer, mais avant d'y passer, je vais peut-être simplement avoir l'expérience de Gand. Est-ce que vous avez réussi à aborder cette question de rapport des citoyens aux données? Est-ce que vous avez réussi déjà à poser le sujet, à essayer de le traiter? Ou est-ce que vous avez un retour des différents publics? On a posé les questions, mais nous aussi n'avons pas les réponses parce que ça change tous les années, hein. On n'a plus de données, on peut faire plus d'analyses. C'est quelque chose en train d'évoluer très vite. Mais comme on parle ici du défi numérique et du défi écologique, je veux bien ouvrir une autre piste si je peux, parce que je pense qu'il y a d'autres manières d'utilisation des données qui nous permet de créer, disons, une économie durable. Parce que quelle est la situation maintenant? Nous sommes coincés avec le fait que tout ce qui est lourd, pensez aux matières premières et aux produits, ça c'est transporté partout dans le monde. Alors, tout ce qui est léger, en particulier les idées, ça c'est enfermé dans des armoires, des patents et copyright. Alors, je pense que la révolution numérique nous permet maintenant de renverser complètement cette tendance et de travailler sur ce qu'on peut appeler une production cosmolocale. Qu'est-ce que ça veut dire? On va combiner les connaissances, aussi comment nous pouvons produire les choses dans le monde entier et sous le nom de Open Design, et on va combiner ça avec des sites de production locaux. Et pour donner un exemple, il y a un homme, il s'appelle Denis, et il a créé une chaise en bois à São Paulo. Et on peut le voir sur l'Internet. Et normalement, si on dit, moi, je veux l'acheter, peut-être il est fabriqué là-bas et après emporté. Maintenant, il y a une association qui s'appelle OpenDesk à Londres. Et si vous voulez acheter la chaise, OpenDesk vous aidera à trouver un atelier local, peut-être ici à Paris, qui va produire cette chaise près de chez vous. Et peut-être vous pensez que c'est un peu quelque chose d'utopie, mais non, parce que, par exemple, cette chaise a déjà été produite plus de 10 000 fois dans plus de la moitié des pays du monde. Alors, je pense que ces types de communautés de open design peuvent être l'alternative
pour le mode d'innovation dominante actuel, basé sur les brevets. Et pour un dernier point, maintenant, il y a aussi des villes qui veulent travailler sur ça. Je pense que tout le monde connaît les Fab Labs. Oui. Maintenant, il y a des villes que Barcelone qui ont... ils ont mis un projet qui s'appelle Fab Cité. Et ce sont des villes très grandes, Shenzhen, Kerala, Barcelone, qui veulent installer des Fab Labs dans chaque quartier. Et ils veulent responsabiliser les citoyens d'utiliser ces micro-usines pour produire les choses qu'ils ont besoin. Et en 2054, l'objectif est de développer des villes autosuffisantes, localement productives et connectées globalement. Et ça, c'est aussi une sorte d'utilisation des données libres qui a le pouvoir de bouleverser notre économie. Et du point de vue écologique, est formidable parce qu'il ne faut plus transporter toutes les choses de partout à partout. Peut-être que ça commence à poser un cadre pour... voilà. Non, mais justement, on va commencer à parler, peut-être définir une vision. Peut-être qu'on va sortir avec une vision du cadre, justement, qui nous bien, manque. ouais. Pour continuer, on peut peut-être passer du coup à la deuxième partie, qui est celle des recommandations, des propositions de la note. Et vous pourrez tous réagir à la fois sur le rôle que peut jouer l'open design pour utiliser les données dans le cadre de la transition écologique. Mais j'aimerais qu'on complète avec la première des préconisations, des recommandations de la note. C'est le moment de la sortir. Est-ce que moi j'aimerais que vous m'expliquiez ce que peut être un statut exceptionnel pour les données écologiques. Je triche, je lis sur la note. Ouais, je vois bien, moi aussi, j'ai mon anti-sèche. Alors ça, c'est le résultat d'un consensus du groupe de travail avec des gens très, très divers, certains très commons, comme on dit en anglais, et d'autres un peu, voilà. On est arrivé à ce consensus, qui n'est pas un consensus mou, mais qui était de dire... ce que monsieur en face de moi a challengé tout à l'heure et à juste titre, mais après tout, si on essaye d'avancer, en tout cas, on se dit que cette donnée écologique, et il n'y a pas que nous, hein, quand je disais le rapport Vulliani, il y a un autre organisme qui a fait des préconisations il n'y a pas longtemps, c'était le mois de la donnée écolo, hein, je crois, le mois de mars, je ne sais pas, ça s'est trouvé comme ça, effectivement que... elle soit en libre accès. On n'a pas rajouté de bonne qualité parce que ça aurait compliqué dans une préconisation, mais c'était quand même ça l'idée, de façon à ce que on puisse de nouveau, et je le répète, c'est pas que j'aime bien me répéter, mais c'est important, hein, mesurer, informer, agir, conseiller, etc., etc. Donc oui, il faut lui donner ce statut. Alors après, qui la capte ? On a été un peu plus loin en granularité, c'est-à-dire on a dit aussi qu'il fallait pas cartographier les capteurs, le terme est un peu fort, mais que parfois il y a des endroits où il y a des tas de capteurs. Et on n'a pas abordé la question, c'était pas dans le cadre de la note, et c'est abordé par d'autres comme Greenpeace par exemple. Tous ces capteurs, c'est pas très bon pour la planète non plus, hein. C'est plein de métaux rares, c'est plein de machins. Quand il marche plus trop bien au pont-jet, on en met un autre, c'est tout petit, c'est pas gênant. Donc tout ça, c'est pas bon. Je crois que tout le monde le sait, ou à peu près ici. Donc pourquoi les cumuler ? Qu'est-ce que c'est que tous ces drones qu'on met là et là, qui vont capter plein de choses. Donc on va essayer, dans notre idée en tout cas, mais ça je crains vraiment, pour le coup, je vais être honnête, que ce soit un vœu pieux, mais c'est un joli vœu pieux, d'arrêter de capter tout le temps, partout, parce que ces capteurs, il y en a trop à certains endroits, pas assez à d'autres peut-être, mais là où il y en a trop, il y en a trop. Bon, ça c'est une première chose. Et ce que vont capter ces capteurs, c'est pas joli ça, hein, capter les capteurs, ces données
écologique, celle que j'ai définie comme étant en milieu naturel. Je ne sais pas, moi, le nombre d'oiseaux, le cours d'un fleuve, les données météorologiques, etc., etc., quelle que soit la façon dont elles sont captées, elles doivent pouvoir être utiles à tous. Donc avoir ce statut exceptionnel d'ouverture complète envers les citoyens, que ce soit pour, vous savez, les trucs que j'ai déjà dit là, mesurer, informer. Donc, Je répète pas. Donc pour être précis clair, on parle là des données qui sont des informations sur le milieu naturel, par distinction avec les données, les autres, qui sont des mesures des activités humaines, on va dire comme ça. Donc c'est cette partie des données naturelles qui vous proposez qu'il y ait un statut spécifique et notamment qu'elle puisse être disponible pour tout le monde. Voilà, et en bon état, s'il vous plaît. Et en bon état, en bonne qualité. Voilà. J'ai déjà vu, je crois, des mains levées pour réagir. Merci. Juste sur. Alors, moi, je fais à la fois de la data et à la fois de l'énergie et de l'environnement. Non, là, j'avais vraiment juste une question sur les données climatiques et les données de changement climatique. En fait, on voit que ces données, elles sont quand même disponibles. Alors, en quantité insuffisante, par exemple, Météo France met à disposition que 32 villes dans le panier des villes open data. Donc, c'est bien évidemment trop peu, mais elles sont quand même accessibles. Et ensuite, il y a tous les modèles de changement climatique qui tournent, qui sont en données ouvertes. Alors, c'est pas simple à récupérer, hein. Il y a quand même un travail d'expertise, mais tout ça, tout le monde peut y avoir accès. Il y a des projets européens, alors au moins pour l'Europe, qui financent la réanalyse. Et en fait, on voit que malgré cette ouverture, malgré cette connaissance, on manque l'action n'est pas suffisante. Est-ce que vous ne pensez pas que sur les autres domaines pour lesquels on arrivera à acquérir plus de données, on soit confronté au même problème ? L'eau, par exemple, ou la pollution. Est-ce que ça suffit de les rendre disponibles ? Avoir beaucoup de données, en fait, ça ne suffit pas toujours. Ça suffit à fâcher un ministre, puisque ça c'est arrivé jusqu'à Gand, que Nicolas Hulot s'est fâché en disant vous en foutez, vous en foutez. Effectivement, on peut mesurer à l'envi. Si tout le monde s'en fout, pardonnez-moi, oui, je ne peux que vous suivre. De la même façon que je suivais tout à l'heure ce qui était de l'ordre, une fois qu'on a ces données, c'est quoi ta vision, votre vision de la forêt ? La forêt, la vision de la forêt d'Amazon ou des data scientists d'Amazon ou des populations de la forêt d'Amazonie à qui on n'a certainement pas demandé leur avis sur c'est quoi votre forêt idéale, probablement pas, quoique. Il y a des exemples intéressants de captation de données de ce type dans des endroits très, très, très isolés où on a pu travailler dans le mode associatif en demandant aux gens. Donc oui, effectivement, quelle planète, comment, etc. Je ne parle pas d'algorithme parce que c'est un mot, c'est pas un mot qui fâche, mais c'est évident. Je pense à vous. Je vous vois pas très bien avec la lumière, mais Suez, c'est la même chose. Vous parlez d'algo. Qui crée les algorithmes au bénéfice de qui ? Oui, le sujet est vaste. Je suis bien d'accord. En fonction de quel modèle ? Oui. Le modèle de la forêt d'il y a 20 ans, le modèle de la forêt, je reprends votre expression, j'habite à côté d'une forêt, j'ai envie d'une forêt comment ? Je prends l'avis de tous les habitants de la forêt autour, et puis ils vont tous me dessiner leur forêt, et puis après je vais dire aux données, voilà la forêt qui veulent les gens, alors comment tu peux me modeler la forêt ? C'est compliqué. Ou est-ce que c'est l'ONF, ou je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, qui décide de ce qui est bien pour la forêt, donc le service public ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les données vont pouvoir dire elle est bien cette forêt ou elle n'est pas bien en fonction de critères dits d'expertise et qu'on va glisser doucement envers des critères dits citoyens. Cette forêt, elle me plaît comme ça ou elle ne me plaît pas comme ça. Alors, dans mes rêves les plus fous, ça s'appelle de l'intelligence collective au service d'une transition écologique par les données. Je respire. Dans mes cauchemars, je vous dis pas, parce qu'on a dit qu'on parlait pas de ce qui fâche, mais il peut y avoir des cauchemars, oui, évidemment. Et vous en avez évoqué quelques pistes, donc j'en rajouterai pas dans les cauchemars de la forêt ou des cours d'eau, de la biodiversité. Oui, absolument. Alors, est-ce que cette proposition d'accorder un statut exceptionnel aux données écologiques fait réagir ?
Moi, je pense que c'est en effet une proposition tout à fait intéressante. Ça n'enlève pas le problème qui a été posé du coût de repérage, de mesure de ces données. Et moi, je suis frappé de voir à quel point on connaît dans les détails le comportement humain de consommation sur je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, est-ce que vous consommez des épinards ou du fromage, etc. Par contre, sur la biodiversité, on est encore dans les limbes. Et par exemple, sur les espèces menacées, on a toujours des très grandes difficultés à savoir exactement ce qu'il en est. On a, je pense, un appareillage de données, certainement parce que ce sont des données a priori non marchandes, qui est totalement insuffisant. Donc au-delà du statut, ou plus exactement dans le cadre du nouveau statut donné, c'est-à-dire à des données écologiques, est-ce qu'il ne faudrait pas, au-delà de la libre accès, prévoir un effort particulier de l'État, des collectivités locales, ça ne peut être qu'un effort public. À mon avis, ça peut être un effort privé, mais dans un cadre public, un effort particulier pour qu'on connaisse mieux ces sujets et que donc les données soient répertoriées, et ce qui est la condition pour qu'elles soient exploitées ensuite, mais répertoriées beaucoup mieux. Il y a eu des propositions dans le groupe de travail qui n'ont pas été mis sous le boisseau, mais qui ont été, mais qui méritent tout à fait l'attention parce que qui était effectivement un travail de sensibilisation plus important de tout le monde sur la question des données qui doit se faire, à mon sens, partout, et des données écologiques en particulier. La marchandisation, oui, effectivement, il y a beaucoup plus d'argent pour le marketing, clairement. Et les données au service du marketing, ça va bien, merci. Très très bien, même le profiling se porte bien. Ce qu'on appelle le social listening se porte bien, puisqu'il semblerait qu'on arrive même à créer ou virer des présidents en achetant quelques bonnes petites données, puis en les traitant bien. Et là, tout d'un coup, il y a de l'argent. Oui, 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 oui. C'est vrai ça. Donc accorder ce statut, c'est accorder un statut sans argent dans la logique des commons, donc de la mise à libre disposition, dans la logique open data, open ceci, open tout ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Rêver qu'il y ait de l'argent mis, moi je poursuis ce rêve. On va le poursuivre ensemble. On peut peut-être faire du crowdfunding pour que les données écologiques soient mieux traitées et qu'une plateforme puisse se monter là-dessus. Mais pourquoi pas? C'est le moment ou jamais justement de sortir un peu des immenses plateformes open data européennes, machin, qui en vrai servent qu'à créer des applis dont, je sais pas, le taux de mortalité de l'appli est quand même assez élevé. Hein, on en crée 10 pour en garder une. Donc voilà. Donc pourquoi pas, oui. J'avais un autre truc, mais j'ai oublié. Merchandisation. Je vois il y a j'aurais dû le monsieur au noter. fond, et puis J'aurais après dû le devant, il y a noter. aussi une réaction. Oui. Moi j'avais une question. Alors, d'abord, dans votre position sur la frontière que vous mettez dans ce que vous comprenez dans données écologiques ou pas, et votre définition là, que vous donnez, donc c'est page 26, là, donc différencier les données écologiques de tout autre, économique, de consommation, culturelle, etc. Elle me semble un petit peu légère, au sens où justement ce qui intéresse actuellement, ce qui manque actuellement en termes de données, c'est beaucoup moins des données sur l'état de l'environnement que sur ce qu'on appelle les pressions, les menaces, les responsabilités en termes de pollution et autres. Donc est-ce que vous excluez un petit peu tout ça, ou est-ce que pour vous, la donnée écologique, c'est uniquement la donnée sur l'état de l'environnement? Et deuxième question, moi j'aimerais bien voir votre retour sur la réception de votre proposition dans le monde de l'entreprise, parce que j'imagine que ça peut faire aussi un peu peur, notamment au monde privé, se dire que du moment où on va être producteur d'une donnée écologique qui, par exemple, je sais pas, renseigne sur les risques qui menacent sur tel ou tel sujet, qu'on puisse obliger des entreprises à sortir de leurs données, ou qu'il y ait une sorte de pression morale et ou réglementaire sur ces entreprises. Quel est un peu le retour du monde privé par rapport à votre proposition? On va prendre, il y avait une main qui s'est levée devant. On a beaucoup parlé de crowdfunding, hein, enfin de crowdsourcing, hein, pour avoir travaillé beaucoup au nettoyage de données.
il y a des choses qu'on peut quand même rendre très simples pour qu'on puisse répartir les tâches. Et j'avais été frappée au moment où les premières déclarations de patrimoine et de conflits d'intérêts avaient été diffusées à l'Assemblée. Il y a une plateforme collaborative qui a proposé aux gens de numériser, donc c'était des PDF, donc pas du tout exploitables. Et ils ont proposé aux gens de recopier, de saisir en fait toutes ces fiches PDF. J'y avais participé, à ma grande surprise, 24 heures après, il n'y avait quasiment plus rien à numériser. Donc je pense que les gens peuvent être sur des problématiques qui les intéressent. Et donc on repart de quelles sont les problématiques qui intéressent les gens. Je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent avoir du temps pour traiter des données, nettoyer des données, collecter des données. Et cet exemple m'avait frappée parce que ça montre que sur des choses qui touchent à la citoyenneté ou à des aspects démocratiques, et pour moi la diffusion des données environnementales c'est quand même un enjeu démocratique, je pense que les gens sont prêts à donner de leur temps, qui peut être une manière d'éviter le frein du coût, parce que c'est vrai que c'est coûteux des données. Mais voilà, on peut aussi voir d'autres avantages, une espèce de certification de la qualité de données qui serait faite de manière décentralisée. Moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à donner du temps pour ça. Sur la question du privé, des réactions du privé, c'est tout neuf, hein, c'est vous qui l'avez eu en avant-première, la note. Donc on n'a pas encore été envahi de peur ou de je ne sais quoi, ou de jamais, ou de... le monde, il est... je parlais de Monsanto et Bayer tout à l'heure. Vont ouvrir leurs données à qui, de quoi, quand ça existera, ce consortium. Je ne vis pas sur une autre planète, je vis bien sur celle-là. Donc je ne suis pas dupe de tout. En revanche, ce que je vois avec l'histoire des données aujourd'hui et qui me rend relativement optimiste, c'est que cette ouverture, pour moi, pour le groupe de travail, quand je dis moi, pardon, des fois, je parle au nom de ce collectif et de bien d'autres encore, c'est que ça devient inévitable. On a cru qu'on allait mettre des frontières, des barrières. Elles tombent dans des villes comme Gand, elles tombent dans des villes comme Rennes, elles vont tomber à Lyon, qui est en train de faire un travail formidable sur des rénovations de quartiers. Ça tombe petit à petit. Alors oui, ok, je vais être un peu comme ça over-optimiste là tout de suite, de me dire, c'est peut-être, c'est quoi, 2054, j'ai entendu. Bon, allez, 2054, tout ça va se faire. À nous de participer, parce que les données, leur traitement, leur recueil, les décisions, c'est l'affaire de tous et de tout le monde. Je soutiens complètement votre intervention. Quand on dit regardez Wikipédia, quand ça a commencé, tout le monde a fait ouais, bien sûr. Allez, bien sûr. Tu as la tête des gens qui font des dictionnaires, tu as la tête des gens qui font ça, laisse tomber. Les gens vont mettre n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas un môme qui ne fait pas ses devoirs sans Wikipédia. Et je ne soupçonne personne dans la salle, mais enfin, je prendrais bien les noms de quelques-uns qui m'ont écrit quelques articles bien pompés. Donc, c'est même devenu la règle. On apprend aux enfants à sourcer ce qu'ils écrivent parce qu'on sait qu'ils vont le piquer sur Wikipédia. Donc un truc qui, il y a 15 ans, apparaissait comme un truc de foufou high-tech, aujourd'hui est une évidence. Eh bien, c'est la même chose pour les données écologiques. Je pense qu'il y aura sûrement des exemples à ma droite. Demander à une population de recueillir des choses, des données, de mesurer, etc., pour son bien. Mes enfants, l'école, tout ça, pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème. C'est cette histoire de nudge. C'est ce qui te fait du bien, tu vas le faire, et plus tu le feras, plus ça te fera du bien, plus ça fera du bien. C'est un peu un petit gimmick, mais c'est un gimmick sympa. Et je termine en répondant à mon challenger en face sur cette question de données écologiques. Encore une fois, on a essayé, parce que c'était notre feuille de route, de faire des préconisations concrètes. Celle-là, ça fait 3 fois que je la lis ailleurs. Donc je pense que c'est la bonne. Je pense que la mise en œuvre va pas être simple, mais je pense que plus on sera à y croire et à le pousser dans tous les endroits où on est,
via cette note, pourquoi pas, mais aussi via d'autres, plus ça deviendra une réalité. Mais les collectivités locales, aujourd'hui, elles ont le RGPD qui leur tombe dessus, les 3/4 ne savent même pas que ça va leur arriver et ce qu'il va falloir faire. Alors peut-être que la data écolo vaudra attendre la fin de l'année pour les sensibiliser, mais l'idée d'avoir quelqu'un au sein d'une collectivité locale ou d'un organisme parapublic un peu d'importance et qui se préoccupe de ça, donc qui aille à Gand voir comment ça se passe, qui aille au Danemark voir comment ce site fait pour la rénovation énergétique et je ne sais où, ou à Montpellier pour voir comment le vin est meilleur grâce à la data, c'est quand même une bonne nouvelle, alors il pourra aider son maire, son directeur à voir plus clair, plutôt que de se faire bouffer par du privé. Je crois que c'est moi qui l'ai écrit à un moment dans la note, ça m'énervait, qui promet l'Eldorado écologique à condition de gagner bien sa vie avec. Je dis pas de non, hein. Voilà. Alors vous avez commencé à évoquer une deuxième préconisation qui est celle de créer un poste sur le Green Data Officer. Donc je le précise peut-être pour clarifier. Alors est-ce que Derrick, justement, est-ce que ces propositions pour vous, ça permet de faciliter l'utilisation des données? Bon, je ne sais pas qu'on a besoin d'une Green Data Officer. Je pense que à Gand, on a un team Open Data. Et les données vertes sont inclus. Je pense que les Open Data, concevoir les data comme des biens communs, je pense que ça c'est important. Mais je veux aussi revenir sur l'importance du crowdsourcing, parce que pour moi, ça permet de connecter les données, la production des données, avec la vie de tout le monde. Parce que normalement, on produit des données et après, on va se demander comment informer les gens. Oh, ils ne sont pas intéressés. Parlons par exemple sur la biodiversité. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, on a des associations qui chaque année demandent aux gens de compter les oiseaux dans leur jardin. Et il y a des milliers de gens qui font ça. Et aussi, il y a des autres, prototypes de Wikipédia qui sont en train de se développer sur la biodiversité. Par exemple, j'ai un ami et on avait l'habitude de se promener ensemble, mais je ne fais plus. Pourquoi? Maintenant, il s'intéresse aux insectes. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit un insecte, là, je prends une photo et je le mets sur un site. Et je ne connais pas ça, alors je suis allé voir ce site. Il y a des milliers de gens qui font ça seulement dans la Belgique et ça produit des données exceptionnelles sur beaucoup des insectes, aussi des insectes rares qu'on ne savait plus qu'ils existaient en Belgique. Alors je pense que motiver les gens de produire ces données, de mettre sur des sites, ça, d'abord, ils sont motivés de savoir en plus, ils sont concernés, et c'est plus bien bon marché que, disons, faire tout ça par des institutions publiques. Alors je pense que crowdsourcing est une des choses les plus importantes pour le futur. Donc c'est une pierre essentielle du panel de solutions. Avant de refaire peut-être un tour de la salle, est-ce que je voudrais bien que vous nous disiez un mot justement sur le reste des préconisations. On a parlé un peu de la création des postes de Green Data Officer dans les collectivités, mais je crois qu'il y avait aussi une histoire de nudge au niveau de l'État. Est-ce que vous pouvez nous dire, comme ça on aura une vision complète et on pourra faire réagir. Quoi, ils ont tous lu la note 3 ou 4 fois, il faut que je le répète quand même. Bon. Alors les nudges, oui, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu sympa à la fin, et on s'est dit que les nudges, on était tous d'accord que c'était sympa les nudges, voilà. Non, je dois dire autre chose. Non, mais c'est cette idée que... Peut-être dire ce que c'est les nudges, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. C'est vrai. C'est un moyen simple d'impliquer et d'inciter des consommateurs à peu de frais. Voilà, je lis. Les nudges sont déjà un peu expérimentés dans le domaine de l'énergie. Je vois que
je vois que j'ai fait attention à utiliser ma machine à laver à des horaires plus... Enfin bref, je fais baisser ma consommation d'énergie. J'ai comme une espèce de bon point qui apparaît sur ma facture en temps réel quasiment, puisque en tout cas, c'est pas encore le cas, mais ça va l'être. Et du coup, ça m'incite à faire plus. C'est mieux pour la consommation d'eau, c'est pareil. Donc, c'est des petites incitations qui ne coûtent rien à personne et que les données servent extrêmement bien. Et du coup, on se conduit mieux, parce qu'on a envie de se conduire mieux. Vous utilisez les données, de développer des nudges autour des données pour inciter les gens. Et quel serait le rôle dans votre proposition de l'État, du coup votre proposition, c'est quel acteur qui développerait ces nudges et c'est comment ça serait oh, zut, j'ai pas révisé les nudges. Bon, attendez. Oui, parce que quelqu'un a même proposé qu'il y ait une nudge unit. Oui, Sarah, oui, une nudge unit au ministère, c'est ça. Un chef nudge. Et moi, je voudrais postuler. En plus, je trouve que ça doit être très, très bien. Non, il y a plein de moyens d'inciter. Dans les déchets, par exemple, il y a le nudge bienveillant, celui qui dit ah, tu as bien mis les trucs dans la bonne poubelle, jaune, vert, bleu, orange, rose, etc. Puisqu'il y a des pays où on est à 5 ou 6 différentes. Et puis, on est content, on te le dit. Et puis, il y a ceux qui disent que tu l'as pas bien mis et que du coup tes voisins moins bienveillants voient sur la cartographie de ton quartier que tu t'es pas très bien conduit. Alors j'ai une préférence pour l'une, vous voyez à peu près laquelle, parce qu'on arrive dans des systèmes comme ça où en Chine aujourd'hui, si vous vous conduisez bien, alors vous mettez le bien entre plein de guillemets s'il vous plaît, eh ben vous avez le droit d'utiliser des voitures électriques gratuitement. Si vous conduisez pas bien, vous payez un peu. Si vous conduisez vraiment pas bien, vous payez beaucoup. Et super pas bien, bah, vous n'avez pas du tout le droit de prendre la voiture. Donc les nudges, ça a un côté très sympa, doux, peu coûteux. Et les données sont parfaites pour ça parce qu'elles font des graphes, etc., etc. Il y avait un joli exemple de nudge collectif. Je crois que c'est pas très loin de mon voisin, je ne sais plus dans quelle ville en Hollande, où quand les gens ont bien recyclé, l'usine qui recycle a une fumée de couleur. Et quand les gens ont fait vachement gaffe pendant une semaine, la fumée est verte. Si les gens ont jeté un peu tout n'importe quoi, genre au moment des fêtes, ont plus trop fait attention, la fumée est rouge, c'est-à-dire que toute la ville voit si la ville globalement c'est bien conduite ou mal conduite. Ça, c'était il y a quelques années. On pourrait le faire à l'échelle d'un quartier en mode ce quartier ne recycle pas très bien, ce quartier recycle bien. Et il y a effectivement moyen de faire des trucs très très sympas avec ces gentils nudge. C'est très marketing, hein, mais on peut s'amuser. Alors, est-ce que dans la salle, vous avez un avis sur cette complémentarité entre du crowdsourcing jusqu'à l'incitation et au nudge, en passant par les Green Data Officers? Est-ce que je le dis pour tout le monde, parlez bien près du micro. Voilà. Non, mais cette idée, elle est vraiment parfaite. Hein. Oui, sans faire trop de pub sur ce qu'on fait nous on développe des compteurs, alors qu'on dit intelligent parce que c'est mieux que ce soit intelligent, mais sous une initiative qui s'appelle Green Like You et qui en fait vise à informer les citoyens, leur permettre de prendre les bonnes actions et ensuite de les inciter à agir de manière vertueuse. Et dans ce que vous avez dit, il y a deux choses qui me font rebondir. Alors déjà, on a fait exactement ce travail-là pour l'énergie et pour la consommation d'électricité, parce que ce qu'on voit, c'est que si on laisse ce travail à la main des producteurs ou alors des gestionnaires de réseau, que ce soit le réseau national ou alors les réseaux locaux, c'est souvent des problématiques d'équilibrage de réseau et leurs petits soucis en fait qui les intéressent, alors que le vrai souci c'est l'intégration d'autres formes d'énergie ou alors les énergies que tout le monde veut. On ne va pas rentrer dans le débat des différentes formes d'énergie. Et donc, par exemple, faire un compteur qui permet à une personne de se dire si je consomme l'énergie à tel moment, je vais faire plus 16% d'énergie renouvelable, et puis de consigner cette action. Et comme ça, on voit qu'à plusieurs, en fait, on arrive réellement à s'attaquer à des problématiques d'intégration d'énergie intermittente. Ça, c'est un premier volet, mais c'est quand même c'est une tâche compliquée et ça nécessite un vrai travail. Du coup, qui la prend en charge? Parce que si on laisse reposer ça uniquement sur des initiatives individuelles,
on risque de ne pas avoir suffisamment de résultats ou alors pas suffisamment vite. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est sur l'incitation. En effet, c'est très bien de jouer sur le comportement vertueux des consommateurs. Et en fait, on voit que les consommateurs sont pleins de bonne volonté. Mais l'incitation, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Et je suis content parce qu'à la fin, vous avez quand même parlé d'argent dans les voitures. Et l'incitation monétaire, et c'est sûr que la marchandisation, ça a beaucoup de tort, mais ça peut quand même aussi devenir une vertu en termes écologiques. Et justement, vous, quel avis vous avez sur le fait d'arriver à utiliser des incitations monétaires dans le domaine écologique? On va peut-être prendre 2-3 interventions. Je crois que oui, j'en avais vu se lever des mains. Non, du coup, moi, c'était pour réagir sur la proposition en elle-même, sur le Green Data Officer. Je trouve que dans la manière dont c'est formulé, c'est mettre un Green Data Officer auprès des élus. Et en fait, je me demande si l'enjeu, c'est pas plutôt de digitaliser les fonctionnaires de catégorie C, plutôt que de mettre un Green Data Officer. Non, mais c'est vrai, parce que je pense que dire il faudrait... un Green Data Officer dans les collectivités, ok, mais en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi spécifiquement auprès des élus, parce que les élus, c'est pas forcément par eux que ça viendra, mais je pense qu'il faut considérer excusez-moi, les verticales en fait, les verticales d'activité, et en fait il faut attaquer, je pense, les choses par là. C'est là qu'on aura les leviers économiques, les leviers qui permettront d'avancer sur ces sujets. Troisième avis, réaction. J'avais une question. J'ai été étonnée dans votre rapport de ne pas avoir une recommandation d'espèce de service public de la donnée, donc l'INSEE. Excusez-moi. J'ai été étonnée dans la note de ne pas voir de notion de service public de la donnée. L'INSEE publie plein de statistiques dont personnellement beaucoup ne m'intéressent pas. Est-ce qu'il y a aujourd'hui défini un service public de la donnée? Moi, je pense à des choses comme le bruit, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, avec le même niveau de granularité, donc les iris qu'utilise l'INSEE, donc qui sont des groupes de 2000 habitants, si j'ai bien compris. Donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Est-ce que ça ne serait pas une recommandation à faire? Même si on en a largement discuté, la réponse viendra sans doute autant de la base que du haut. Mais bon, pour amorcer, on va dire. Alors, peut-être une première réponse, et puis on demandera si l'équivalent de l'INSEE confirmation en Belgique, si ça existe outre qui est vrai. On a mis auprès des élus, on ne pensait pas d'ailleurs en tout cas, que aux collectivités. Je pense que voilà, il y a plein d'organismes parapublics, je pense au logement social, je pense à des réseaux de maisons de retraite, d'EHPAD, puisqu'il faut dire EHPAD maintenant. Enfin, ça va toucher, voilà. Pourquoi élu plutôt que dirigeant? Je crois qu'in fine, c'est moi qui ai décidé de m'être élu plutôt que dirigeant. Donc, je ne sais plus très bien pourquoi. J'aurais bien voulu mettre les deux, je crois. Parce qu'il y a des décisions à prendre, on l'a tous dit, on l'a tous compris. Et on ne peut pas les prendre si on ne... J'aime pas dire on comprend pas, mais si on n'a pas mesuré l'importance de ces sujets-là. Donc, les histoires d'échange de bonnes pratiques, ça fait 50 ans que j'entends ça, dans tous les domaines possibles et imaginables. Les bonnes pratiques de la donnée, ça m'amuse. Il suffit d'aller sur Internet. On n'est pas forcément obligé, comme avant, de se payer des voyages je ne sais pas où pour voir comment machin recueille des déchets, comment bidule met des notes de musique sur des escaliers pour que les gens prennent plus l'escalier. Okay, il y a Internet maintenant. Donc la réponse est un peu la même sur le service public de la donnée. Bizarrement, j'ai envie de dire, mais peut-être... on pourra aller boire un verre après et s'engueuler si vous voulez. Je pense que c'est ringard maintenant, en vrai. Je pense que c'est ringard parce que ça veut dire mettre en place un ultime truc, une ultime plateforme. Voilà, et quand on parlait tout à l'heure de qui décide de à quoi servent ces données, moi, ouvrir des données, il y a plein de gens, et ça existe, ça. Open data machin, open data truc. Vas-y, on a discuté avec Enedis, ils ont je ne sais pas combien de centaines de téléchargements de leurs données. Super. Et
Ah ben on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Alors il y a des boîtes aujourd'hui qui ont monté des incubateurs, des labs, living, comme diraient certaines dans l'assistance, ou pas living, parce qu'on est dans le transverse. Un data officer aujourd'hui, à la limite, je m'en fiche un peu qu'ils s'y connaissent en data. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils s'y connaissent en green et qu'il ait compris que la data peut être au service de plus de green, mieux de green, et qui disent à son élu ou à son directeur des services ou je ne sais pas quoi, voilà comment on peut faire. J'ai répondu à tout. Simplement sur la question de J'ai fait un l'incitation peu. monétaire. Ah, l'argent. Déjà, l'argent. Oui, oui. Pourquoi pas, oui. On est dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors, comme je suis plus vieille que vous, je me rappelle qu'à un moment, ils ont fait des compteurs. Je crois que ça n'existe plus. Zut, je me suis démasquée. Ou si on faisait sa lessive le week-end et tout ça, c'était moins cher. Et que les gens faisaient ça. Bah, bien sûr, c'était une incitation financière. Et que du coup, ça faisait dépenser un peu moins d'électricité. Alors, commencer à filer... on y pense, la monétisation des données, c'est un vrai sujet. La portabilité des données, c'est un sujet. Appliquons-les à l'énergie, à la collectivité. Je ne sais pas où on va. Je ne suis pas forcément contre. Enfin, je n'ai pas de position, en tout cas, pour ou contre ça. Oui, bah c'est ça, voilà. Alors après, si on la voit en temps réel et qu'on se dit, ah bah, je vais peut-être mettre la machine dans 1 heure plutôt que de la mettre tout de suite, alors que j'ai envie de la mettre tout de suite. Ok, bon, c'est les petits gestes qui, plus de petits gestes, etc. La donnée, elle peut juste aider à faire ça mieux, plus vite et en temps réel. Et voir qu'il y a déjà 4 personnes qui ont mis leur machine dans l'immeuble. Je vais attendre un peu pour mettre la mienne, car je vais être une gentille écolo. Voilà. Pour discuter ça, le nudging et peut-être donner de l'argent. Pour moi, le nudging, bon, je ne suis pas contre, mais il faut se demander la question, est-ce qu'on est en train d'améliorer des mauvais systèmes ou est-ce qu'on est en train de construire des meilleurs systèmes? Ça, on peut donner un peu d'argent aux gens qui roulent un peu mieux avec leur voiture, mais peut-être le défi, c'est qu'il y a trop de voitures. Et ça, je pense, c'est un peu ce qu'il faut discuter. C'est par exemple, aussi dans la note, on donne l'exemple de l'utilisation de big data dans l'agriculture. Hein? Ce qui permet peut-être d'utiliser 10% moins de pesticides. On peut dire, bon, c'est bien, mais est-ce que ça rend en même temps la question sur les pesticides obscurs? Ça n'est pas un réel progrès. Et la même chose s'applique à la mobilité. J'ai lu dans le texte l'exemple du paysan qui a établi un système qui surveille le trafic, détecte les décélérations et indique au conducteur le meilleur moment pour lever le pied afin de réduire sa consommation. Bon, pourquoi pas, mais le grand problème, c'est qu'il y a trop de voitures. Alors ça, je trouve un peu le grand débat. Aussi, il y a la question de l'effet de rebond. Rebound effect, on connaît ça. Et, supposons on donne d'argent aux gens qui roulent un peu mieux, ou peut-être des gens qui éteignent le soir les lumières et le domotique dans la maison. Alors, on va évoluer vers une maison qui a besoin moins d'énergie. Moi, je le fais et je ne fais pas le suivant, mais imaginons-nous, la fin de l'année, je dis à ma femme, bon, on a bien travaillé, on a, je pense, épargné 300 € avec toutes des choses écologiques. Oh bon, c'est bien, on va nous féliciter avec un voyage en avion à Budapest. Avec Ryanair, c'est possible. Bon, où est-il arrivé mon empreinte écologique? A-t-il baissé ou augmenté? Alors, ça, non, mais ce que je veux dire, que
on peut entrer dans des débats spécifiques, on peut avoir des optimisations d'efficacité qui sont importantes, mais la question écologique, ce n'est pas l'efficacité, mais la suffisance. Combien est assez? Et avec toutes ces optimisations technologiques, utilisant des données, ces questions, on ne prend pas dans les mains. Peut-être pour finir, je pense que ça, c'est aussi très important avec tous les débats sur des choses spécifiques. C'est le grand défi, c'est réduire notre empreinte écologique. On en revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut bien poser le problème pour pouvoir utiliser et appliquer toutes les préconisations de la note. On va bientôt devoir terminer. On termine en fait, regarde comme elle est menaçante. Voilà. J'ai vu une main se lever. Si c'est en 30 secondes, c'est d'accord. Est-ce que la présidente du groupe de travail elle vous remercie. Elle vous remercie d'avoir été là, parce que je sais qu'avec tous les problèmes de grève pour les gens qui étaient dans des RER ou en banlieue, c'était compliqué. Je remercie les gens que je ne vois pas, mais dont je suppose qu'ils sont là sur l'affreux Facebook Live, pas si affreux que ça. Je remercie beaucoup mes encadrants aussi. Et avant d'offrir la conclusion, je crois que je l'ai faite déjà 2-3 fois, donc je ne vais pas en rajouter encore une, mais j'ai effectivement eu envie pendant tout ce travail de 6 mois. On a travaillé de façon très très collaborative dans ce groupe de travail. On avait un outil commun. On a ouvert quelques brèches dans les pratiques de la fabrique écologique et Sarah s'en est remise. Je pense qu'il faut de plus en plus que ces mondes-là se rencontrent, se parlent, se disent les choses pour que, voilà, sans faire de grandes envolées lyriques, mais vraiment les données, elles peuvent faire vraiment du bien à cette planète, même si elles sont un peu énergivores, tout ça, oui, je sais. Elles peuvent faire du bien à la démocratie, et la démocratie, écologie, je crois que ça doit faire bon ménage aussi. Et ces données, elles sont de plus en plus à nous, chez nous, et moins on les laissera aux autres et être privatisées, etc., mieux on se portera tous. Alors il y a des idées, on pourrait faire une plateforme, on l'a fait. J'ai appris ça il y a 20 ans dans les technos. Je disais, oh, on pourrait faire ça. On me disait, bah oui. J'ai commencé à, bah oui. Bah oui. Just do it. Le fameux just do it d'il y a 20 ans, il est encore plus vrai aujourd'hui. Tu as envie de le faire, tu as envie de savoir combien il y a de fourmis rouges dans le jardin en bas de chez toi, bah fais-le. Et tu trouveras toujours 10 fous, dont son ami, qui viendront t'aider. Parce qu'il y a plein de gens que ça va intéresser d'aller faire des photos de fourmis. Pas moi, hein, mais... Donc n'hésitez pas, faites-vous des amis et montez des projets. Les datas, elles seront d'autant plus au service de mieux que de pire.